Bienvenue dans Immunocaps, les petits récits du grand système immunitaire. Donc cette série de capsules vidéo s'inscrivent dans la volonté de vous accompagner dans l'acquisition des notions d'immunologie générale au travers d'exemples concrets. Bonne séance et bon apprentissage. Vous êtes capable de plein de choses. Faire du vélo, manger, boire, travailler, et partout où vous allez, vous êtes confronté à plein de dangers qui ne sont pas forcément visibles. Virus, bactéries, champignons, parasites, ou parfois vous-même. Alors, comment est-ce que vous vous défendez? Par quels mécanismes et moyens? C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans ce cours d'immunologie. Comme je viens de vous le dire, vous êtes constamment en proie à de nombreuses attaques. Bactéries, champignons, parasites, ils veulent tous s'infiltrer en vous. Et votre première ligne de défense, c'est votre corps. C'est une barrière physique. Vous voyez cela comme une muraille autour d'une forteresse. Elle va séparer l'extérieur de votre corps de l'intérieur de votre corps. Tant que cette muraille n'est pas abîmée, vous êtes protégé. Mais tout votre corps n'est pas recouvert de peau. Qu'en est-il de vos yeux, de votre nez et de votre bouche? Eh bien, ce qui va isoler le reste du corps est nommé la muqueuse. C'est une membrane qui tapisse les cavités de l'organisme et qui se raccorde avec la peau. Ces muqueuses, on va en retrouver la muqueuse oculaire, la muqueuse digestive, la muqueuse pulmonaire, la muqueuse urogénitale, bref, tout un tas de muqueuses. Ces muqueuses et votre peau, elles vont fournir une protection physique, en agissant comme une muraille. Mais elles vont aussi stocker tout un arsenal d'armes chimiques, respectant la Convention de Genève. La peau est donc acide et sécrète des substances antimicrobiennes. Elles ont aussi un moyen particulier pour se défendre, c'est l'utilisation du microbiote. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Imaginez, vous attendez votre bus, mais celui-ci arrive complètement bondé. Personne ne veut vous laisser rentrer. Impossible de s'y installer. Eh bien, le microbiote, bien qu'il ait de très nombreuses autres utilisations, fonctionne de la même façon. Un micro-organisme étranger souhaitant s'implanter sur la peau ne peut pas par manque de place. La muqueuse, elle est bien plus fine que la peau. Elle est donc plus exposée. Pour compenser, elle va déployer, en plus de son arsenal chimique, de nombreuses mesures extrêmement efficaces. On peut prendre la muqueuse pulmonaire. Elle va posséder des cellules dites ciliées, qui vont brasser en continu les poumons. Ce brassage empêche ainsi les agents étrangers de s'accrocher. On retrouve aussi ce brassage au niveau de la vessie, où ce phénomène est nommé la miction. Si la zone du cerveau contrôlant le brassage est abîmée, alors les bactéries et autres agents infectieux peuvent s'accrocher à la paroi, provoquant ainsi des infections urinaires à répétition. Bref, bouger, c'est plutôt bien. Message du ministère des Solidarités et de la Santé. La muqueuse, elle est plutôt fragile et sensible à l'acidité. C'est pourquoi elle peut être protégée par un film constitué de mucus. Si on trouve ce film, on expose les muqueuses non seulement aux micro-organismes étrangers, mais aussi à l'acidité de notre corps. C'est le cas au niveau de l'estomac. Notre système se retourne alors contre nous et de nombreux micro-organismes peuvent profiter de cette faille pour s'implanter en nous. Mais à ce moment-là, ce n'est pas encore fini. S'il passe cette barrière, alors il se retrouve dans les tissus. Il y a alors des cellules qui patrouillent, guettant le moindre signe d'infraction pour faire sonner l'alarme et capturer l'odieux individu qui aurait osé pénétrer dans notre organisme. C'est la barrière cellulaire. Nous allons maintenant découvrir qui sont ces cellules qui nous défendent. Quelle est donc leur origine et moyen de déplacement? Comment leur mécanisme de communication et de neutralisation fonctionne-t-il? Reprenons notre brèche dans la muqueuse. Par qui notre intrus est-il repéré? Par les cellules dites sentinelles, qui vont faire sonner l'alarme et demander des renforts. Les cellules sentinelles vont donc détecter les intrus et vont appeler les cellules de renfort pour éliminer le danger. Mais ce qu'on devrait paraître pas quelque chose. Une cellule, ça n'a pas d'yeux. Comment elle sait qu'il y a un intrus? En fait, les cellules de défense, elles vont posséder des récepteurs spécialisés, les PRR. Ils vont détecter des structures microbiennes et des molécules libérées par les cellules mourantes.
Bon, les structures microbiennes, ok, c'est logique. Mais pourquoi mourantes? Car quand une cellule meurt, on ne va pas laisser son cadavre sur place. Celui-ci étant toxique, il faut donc le nettoyer. On utilise la phagocytose pour capturer et éliminer le danger. La phagocytose est le processus de digestion d'un élément. Retenez bien la phagocytose. Il y a donc un double emploi des cellules de l'immunité innée. Éliminer les dangers extérieurs et maintenir l'équilibre du tissu. Les récepteurs PRR détectent donc les motifs moléculaires associés aux microbes, les MAMP, ainsi que les motifs associés aux lésions cellulaires et tissulaires, les DAMP. Ces récepteurs peuvent se situer sur la surface de la cellule, la membrane, à l'intérieur de la cellule, le cytosol, ou dans des petites enclaves dans la cellule, les endosomes. On va retrouver 3 grands types de récepteurs aux mécanismes différents. En premier, les récepteurs de type TOL, les TLR. Ils sont présents au niveau des membranes cellulaires. Ils vont détecter les micro-organismes louches présents dans le milieu extracellulaire ou dans les endosomes. Leur activation entraîne une cascade menant à la production de nombreuses molécules pro-inflammatoires. L'inflammation est un état de lutte du corps contre un danger. En deuxième, il y a les récepteurs phagocytaires, ainsi que les récepteurs aux opsonines qui facilitent la phagocytose. En effet, les opsonines sont des petites molécules se fixant à l'intrus. Cela permet à la cellule de défense de se fixer facilement sur les opsonines et de capturer l'ensemble. Enfin, il y a les récepteurs cytosoliques aux acides nucléiques viraux, l'ARN et l'ADN. Ce sont les récepteurs de type RIG, avec une voie en particulier, la voie Segasting. Ce sont des détecteurs cytosoliques d'ARN et d'ADN viral. En gros, s'il y a eu infiltration d'un virus dans la cellule, celui-ci va laisser de son ADN ou ARN qui peut alors être reconnu, activant donc une réponse antivirale. Récapitulons. Au final, les récepteurs TOL induisent l'inflammation. Les récepteurs aux opsonines et phagocytaires a une meilleure phagocytose, et les récepteurs RIG sont nos détecteurs spécialisés antivirus. Il y a aussi un cas particulier, l'inflammasome. C'est un complexe formé d'un récepteur, d'un adaptateur et d'une caspase. L'activation de cette caspase entraîne la mort cellulaire programmée, appelée pyroptose. Il faut aussi bien comprendre que s'il y a des défauts dans les PRR, notre système de défense ne détectera pas les intrus. On sera donc plus sujet à des infections, alors qu'une suractivation de nos récepteurs conduira à des dommages collatéraux. Ce sont des pathologies inflammatoires. Ayant compris cela, reprenons avec nos cellules sentinelles. On y retrouve les macrophages résidents et les cellules dendritiques. Leurs origines sont complètement différentes. Les macrophages résidents sont déjà présents dans le tissu, alors que les cellules dendritiques viennent d'autre part. Alors pourquoi ces macrophages sont-ils déjà là? En fait, leur arrivée dans le tissu date de l'époque où vous étiez un fœtus, où des précurseurs des macrophages ont colonisé vos différents tissus. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fonction de l'environnement, les macrophages sont capables de se différencier. Par exemple, si le tissu colonisé est le poumon, alors les macrophages vont devenir des macrophages alvéolaires. Si c'est de l'os, ils deviendront des ostéoclastes. Ces cellules ont une durée de vie très longue, plusieurs mois à plusieurs années, à la différence des cellules de renfort qui ont une durée de vie bien plus courte. On peut prendre par exemple les cellules de Kupfner, les cellules microgliales, les ostéoclastes, les histiocytes, les macrophages alvéolaires, il y en a partout. Mais concernant notre deuxième population de sentinelles, les cellules dendritiques, d'où viennent-elles? Eh bien, comme pour la plupart des cellules immunitaires, elles viennent d'un lieu très particulier. Elles sont produites dans la moelle osseuse hématopoïétique. Voyez ce lieu comme une académie de police. On prend nos recrues, les cellules souches hématopoïétiques, et en fonction de plein de facteurs de différenciation, elles vont avoir un poste différent. Douanier, policier, inspecteur, bref, à partir d'une même cellule souche, on va obtenir plein de populations complètement différentes. Pour les cellules dendritiques, il y a migration depuis la moelle osseuse vers les tissus périphériques par la voie sanguine. Elles vont s'installer confortablement dans les tissus et commencer à brasser leur environnement, jusqu'à ce qu'elles détectent un intrus. À ce stade, elles sont encore immatures. La détection de l'intrus et sa capture, plus important son antigène, lui permet de se maturer. On va revenir dessus plus tard.
Cette capture d'antigène lui permet de devenir mature, donc, et de quitter le tissu dans lequel elle se trouve pour migrer vers les ganglions lymphatiques, et puis la rate. Parlons maintenant des cellules de renfort. Ces cellules de renfort circulent dans le sang, pas dans les tissus. On y retrouve les polynucléaires neutrophiles, aussi surnommés les granulocytes, de par leurs granules, ainsi que les monocytes. Les granulocytes neutrophiles et les monocytes sont produits dans notre académie de police, la moelle osseuse. Les granulocytes constituent la population de cellules immunitaires majoritaire dans la circulation sanguine, et la moelle osseuse va être tout simplement une réserve de granulocytes neutrophiles, qui peut être très rapidement mobilisée en cas d'infection. Ceux-ci vont accourir dès que les cellules sentinelles vont détecter un intrus. Et après avoir dévoré l'intrus, ils vont faire comme une indigestion, conduisant à leur autodestruction. En fait, vous avez sans doute déjà vu des piles de leurs petits cadavres, car c'est de quoi est fait le pus. Mais, comment ces cellules savent-elles où se trouve le tissu en train d'être envahi? Bonne question. Lorsque les cellules sentinelles détectent un intrus, elles libèrent des toutes petites molécules appelées cytokines. Ce sont des molécules permettant la communication entre cellules. Il y en a énormément, et le message peut varier de « Soyons plus agressifs » à « Oula, faut qu'on se calme là ». Et en remontant la piste de message disant « Venez les copines », les cellules de renfort vont donc arriver sur le lieu de combat. Mais les cellules de renfort circulent dans le sang. Pour passer dans les tissus, il y a tout un système. En effet, les cytokines libérées par les cellules sentinelles vont activer des capillaires sanguins. Celles-ci vont se mettre à exprimer des molécules d'adhésion qui vont permettre aux granulocytes de s'accrocher à la paroi depuis l'intérieur des capillaires. Les granulocytes, ils vont s'aplatir sur eux-mêmes et vont passer à travers la paroi du vaisseau capillaire pour se rendre sur le lieu de travail. Les premières cellules arrivées, en grand nombre, sont donc ces granulocytes neutrophiles. Les monocytes vont aussi être attirés de la même façon, vont arriver dans le tissu de la même façon, et par contre vont s'y différencier en macrophages. On fait donc bien la différence entre les macrophages résidents, qui sont déjà là, et les macrophages issus des monocytes. Les cellules de renfort ont toutes deux la capacité de phagocytose. Leur durée de vie est très brève sur le site de l'infection. À noter que les macrophages ne sont pas que des grosses brutes, ils sont très importants par la suite pour la réparation tissulaire. Et oui, il faut bien nettoyer le champ de bataille. On vient de voir les cellules sentinelles et de renfort. Nous allons maintenant nous pencher sur d'autres cellules de l'immunité innée, aux fonctionnalités plus spécifiques, comme les lymphocytes NK, qui détruisent les cellules de notre corps. Alors pourquoi détruire des cellules de notre corps? Vous l'avez sûrement déjà deviné, les lymphocytes NK sont capables de reconnaître des cellules infectées, par des virus ou des bactéries, mais aussi des cellules avec un ADN endommagé. On les appelle NK pour Natural Killer. Ce sont des cellules cytotoxiques capables de tuer nos cellules. Tout comme les macrophages qui suivent un chemin de cytokines, les lymphocytes NK sont activés par des cytokines. L'interleukine 15, les interférons type 1, l'IL-12 sont 3 cytokines activatrices des lymphocytes NK. On les reconnaît, les lymphocytes NK, parce qu'ils possèdent des marqueurs, les CD56, qui leur permet de se distinguer des autres lymphocytes. Bon, lymphocyte, mais qu'est-ce que c'est? Dans notre académie de police, la cellule souche hématopoïétique peut se différencier en cellules myéloïdes ou lymphoïdes. Les myéloïdes vont donner les globules rouges, les plaquettes, les granulocytes, et les lymphoïdes, de l'autre côté, vont donner les lymphocytes. On va y différencier encore 3 grandes populations de lymphocytes. Les lymphocytes B, les lymphocytes T, et donc nos lymphocytes NK. Mais tous ne vont pas intervenir dans la réponse initiale, et ils ne font pas partie de l'immunité innée, mais d'un autre système immunitaire que l'on abordera très prochainement. Reprenons avec nos lymphocytes NK. Bien sûr, on ne va pas libérer des cellules tueuses comme ça. On a une double sécurité. Les cellules NK ont des récepteurs activateurs et inhibiteurs, et en fonction de l'équilibre entre la stimulation des récepteurs activateurs et inhibiteurs, il y a destruction ou non. Une cellule infectée va supplier d'être tuée avant qu'elle ne devienne un danger pour vous en exprimant plus d'éléments activateurs que d'éléments inhibiteurs. Il y aura donc destruction. A l'inverse, toutes les cellules nucléées saines expriment des éléments inhibiteurs empêchant la cellule NK de les tuer. Ce sont des molécules de classe 1 du complexe majeur d'histocompatibilité. Voyez cela comme des papiers d'identité de vos cellules. Le lymphocyte NK contrôle les papiers et vérifie que tout est bien là.
Malheureusement, ce système peut aussi être détourné par les cellules cancéreuses pour échapper à la destruction. Et pour finir sur les cellules de l'immunité innée, très rapidement, parlons des mastocytes. Ce sont des cellules dérivées de la moelle osseuse. Ils sont présents dans la peau et les muqueuses, et sont donc parmi les premières lignes de défense. Ils sont importants dans les réactions allergiques. Activés, ils vont libérer principalement de l'histamine. C'est une molécule qui va entraîner une réaction inflammatoire. Vous avez sûrement déjà entendu parler des antihistaminiques. Ce sont des médicaments que vous prenez en cas de réaction allergique, qui est une réaction immunitaire non désirée. Au pollen, aux cacahuètes, aux poils de chat, à votre belle-mère. Bref, ils suppriment les effets de l'histamine, empêchant ainsi votre tête de gonfler, rougir ou d'avoir le nez qui coule tout le temps. À savoir aussi que les mastocytes contribuent également à la réparation tissulaire. Ok, bravo! On vient de voir les différents types de cellules de l'immunité innée. Que retenir? Vous avez sûrement remarqué que nous faisons référence à de nombreuses reprises aux cytokines, dont nous allons maintenant parler plus en détail. Quelles sont donc ces molécules permettant la communication entre cellules et qui sont aussi capables d'attirer les cellules de renfort? Quels sont leurs modes de fonctionnement et d'où viennent-elles? Les cytokines sont des protéines cellules qui servent de médiateurs dans les réactions immunitaires et inflammatoires. Par exemple, comme on a déjà vu, notre intrus s'est fait détecter par un macrophage. Celui-ci fait alors sonner l'alarme, il va libérer plein de cytokines. Mais vers qui sont-elles dirigées? En fait, il va y avoir différents modes d'action. Les cytokines peuvent agir sur les cellules voisines du macrophage, c'est l'action dite paracrine. On dit alors qu'elles diffusent localement. On peut aussi se dire qu'il n'y a pas de raison à ce que les cytokines libérées tout autour du macrophage n'agissent pas sur le macrophage lui-même. C'est même appelé l'activité autocrine. Cette action sur soi-même peut entraîner une surlibération ou au contraire exercer un rétrocontrôle empêchant la libération de plus de cette cytokine. C'est un phénomène assez courant, malheureusement, chez les toxicomanes. Et finalement, certaines peuvent agir aussi à distance de leur site de sécrétion. On parle d'activité endocrine, souvent utilisée lorsque l'on parle d'hormones, car produites à un endroit et agissant parfois aux antipodes du lieu d'action. Une autre caractéristique des cytokines, à savoir, est qu'elles n'ont pas besoin d'être produites en grand nombre pour avoir un effet. Effectivement, elles fonctionnent en toute petite quantité. L'on disait que les cytokines étaient de petites molécules. Mais à quel point par rapport au macrophage qui les libère? Si une cytokine faisait ma taille, alors proportionnellement, un macrophage aurait le diamètre de la taille du détroit de Gibraltar, soit près de 17 km. Les cytokines, elles sont petites et fonctionnent par action paracrine, endocrine ou autocrine, et ce, en toute petite quantité. Mais à quoi servent-elles? Elles sont responsables de la communication entre le leucocyte et d'autres cellules, mais aussi de la communication entre les leucocytes. Il est donc logique qu'elles soient appelées interleukines, raccourci IL suivi d'un numéro. Et il y en a une abondance, mais malheureusement ce n'est pas aussi simple que le nom le suggère. En effet, pour les raisons historiques liées aux circonstances de leur découverte, elles peuvent avoir aussi d'autres noms, parfois étonnants. On trouvera par exemple le facteur de nécrose tumorale alpha, le TNF-alpha, ou encore le facteur de croissance tumorale TGF-bêta. À plusieurs reprises, nous avons parlé de cytokines attirant les cellules. Eh bien, ce phénomène est nommé le chimiotactisme. Lorsque l'on attire par chimiotactisme, par exemple dans le cas précis du recrutement des neutrophiles sanguins en cas d'infection, les cytokines principales sont les suivantes: le facteur de nécrose tumorale, l'interleukine 1 et l'interleukine 8. Mais on ne limite pas leur rôle à celui de chimiotactisme ou de communication. Les cytokines vont aussi avoir des conséquences très importantes sur le corps. Par exemple, c'est l'action de l'interleukine 1 sur le thermomètre du corps, l'hypothalamus, qui va causer la fièvre lors d'une infection.
par exemple se déroulant autre part dans le bras. Bon, si vous avez bien compris les différents fonctionnements des cytokines, alors comment fonctionne l'IL-1? Par action paracrine, par action autocrine ou par action endocrine? Dans cet exemple liant la fièvre et l'IL-1, vous auriez tout à fait raison de dire endocrine, bravo! Mais il faut aussi comprendre que chaque molécule n'a pas une fonction unique et peut même avoir des effets opposés en fonction de la localisation et de la quantité. Cela est très important à connaître, car il faut limiter au plus possible de cloisonner ses connaissances. C'est un principe valable pour l'immunologie de manière générale. Donc techniquement, toutes les réponses sont justes. On reviendra sur les différents rôles spécifiques des cytokines lors du cours sur la réaction inflammatoire, car de nombreuses cytokines y prennent part. Et c'est principalement par cette inflammation que le système immunitaire inné arrive à éliminer les intrus. Bon, votre système de défense inné est constitué de barrières physiques et cellulaires qui communiquent entre elles. Mais il y a encore un grand mécanisme en jeu en première ligne. Et cela à une échelle bien plus petite. Je parle du système du complément. Tout comme les cytokines, le système du complément est constitué d'un ensemble de petites protéines, mais la grande différence est qu'elles sont déjà circulantes ou présentes à la surface des cellules immunitaires. Cela leur permet d'avoir une action très rapide et d'être parmi vos toutes premières lignes de défense. Lorsque l'on parle du terme complément, on se réfère à la capacité de ce système d'aider ou compléter l'activité des anticorps dans la lyse des cellules ou des microbes. Lyse, aussi beau que ce prénom soit-il, vient du grec dissoudre, délier. Dire que l'on lise quelque chose, c'est le détruire. Le complément aide donc à la destruction des intrus. Ces petites protéines du complément sont donc dissoutes ou situées à la surface des cellules de défense. Pour les activer, il y aura trois grandes voies. La voie alterne, la voie des lectines et la voie classique, qui est une voie à part, qui n'étant pas une composante de l'immunité innée, mais d'un autre système. Comment fonctionne ce nouveau système? Imaginez qu'un intrus pénètre votre organisme et immédiatement, des milliers de petites pièces de Lego commencent à s'assembler entre elles pour former une arme. Terrifiant, n'est-ce pas? Bon, dans la réalité, c'est à une échelle bien plus petite, moins terrifiant tout à coup. Ces pièces de Lego sont donc nos molécules de complément. On les nomme C pour complément suivi d'un numéro. L'arme formée est nommée le complexe d'attaque membranaire. Il forme un pore dans la membrane du microbe. En gros, on fait un tout petit trou dans l'intrus, celui-ci perd alors de l'eau, des ions et de ses composants, et si l'on fait une multitude de trous, on peut provoquer la mort de l'intrus. La formation de cette arme constitue l'étape finale du complément. Au cours de l'activation du complément, il y aura aussi des morceaux qui seront libérés avec des rôles complètement différents, ce sont des anaphylatoxines. Si vous deviez en retenir deux, retenez les fragments C3A et C5A, qui ont un rôle de chimiotaxie et chimiotactisme, autrement appelé chimiotactisme. Le début peut lui différer. En effet, l'on avait dit qu'il y avait plusieurs voies d'activation possibles, la voie alterne, la voie des lectines et la voie classique qui n'est pas innée. Venez, je vais vous montrer.
Bien sûr, un tel système de défense ne peut pas être laissé sans régulation. Vous exprimez des protéines régulatrices inhibant son activation. Il existe 3 niveaux de régulation. En prévenant les protéases, qui sont des enzymes responsables de la découpe ou du clivage des protéines du complément d'agir, où on peut stopper la cascade d'activation du complément. Les enzymes sont des petits ciseaux, on les retrouve absolument partout, et ce sont aussi eux qui dégradent les protéines, les sucres, les lipides alimentaires, les découpent en tout petits morceaux pour que vous puissiez les absorber. Aussi en nomenclature, tout ce qui se finit par ase est une enzyme, donc la protéase est une enzyme qui découpe les protéines, une lipase est une enzyme qui découpe les lipides, amylase pour l'amidon, c'est tout simple. Ainsi, en bloquant l'action des protéases, on empêche C3 d'être coupé et donc on empêche la progression de l'activation du complément. On peut aussi augmenter la destruction de ces protéases, ce qui provoque le même effet. Et le 3e niveau de contrôle se joue lors de la formation du complexe d'attaque membranaire, le CAM, que l'on peut moduler. De nombreuses protéines régulatrices ont été décrites et des déficits en ces protéines sont associés à des syndromes cliniques causés par une activation incontrôlée du complément. Je crois que c'est fini. Alors, le système du complément est un ensemble de protéines circulantes et membranaires qui assument d'importantes fonctions dans les défenses de l'hôte. Le système du complément peut être activé de 3 façons différentes: la voie alterne, la voie lactine et la voie classique. Cette activation se fait en cascade et les étapes finales de l'activation du complément conduisent à la formation du complexe d'attaque membranaire ou CAM, mais il n'y a pas que le CAM. D'autres produits de l'activation du complément vont eux aussi avoir des rôles importants. Donc favoriser la phagocytose avec des microbes via l'opsonine C3b ou stimuler l'inflammation avec les anaphylatoxines C3a et C5a. Vous venez de voir les principaux systèmes de protection innés du corps. Au final, on peut dire que tous les organismes multicellulaires des oursins à nous possèdent des mécanismes intrinsèques de défense contre les infections. Tout cela, c'est l'immunité innée. Ces principaux composants sont des barrières physiques, les barrières cellulaires, ainsi que les cytokines et les protéines du complément. Donc pour l'instant, vous avez appris que les défenses immunitaires commencent par des barrières physiques, comme la peau, les muqueuses, et quand elles ne suffisent pas, il y a vos cellules phagocytaires, les macrophages, les polynucléaires neutrophiles. Vous avez également appris à propos de vos cellules tueuses naturelles, ou lymphocytes NK, et la réaction inflammatoire. Tous ces éléments qui vous s'ouvrent le jour où vous glisserez sur une peau de banane. La réaction inflammatoire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la façon dont notre corps réagit lorsque nos tissus vivants vascularisés sont attaqués. Par exemple, Victor s'est blessé hier. Regardons. Qu'observez-vous? Eh bien, vous remarquez probablement une rougeur, un gonflement. Et si vous aviez l'opportunité de toucher, de la chaleur et de la douleur si vous appuyez suffisamment fort. Aïe. Eh bien, ces 4 symptômes, que l'on appelle la tétrade de Celsius, sont les signes locaux d'une réponse inflammatoire. Rubor, tumor, calor et dolor. Ça, c'est les signes locaux de l'inflammation. Et ça ne s'arrête pas là. La réponse inflammatoire peut également affecter l'ensemble de votre corps. Votre température corporelle augmente, vous vous sentez fatigué, c'est l'asthénie. Vous perdez du poids, vous frissonnez et en général, c'est plutôt une bonne chose. C'est votre corps qui vous protège contre les agressions. Pensez-y un peu comme une sorte d'état d'urgence. C'est bien, ça défend, mais si ça dure trop longtemps, c'est pas cool. On a pu déjà voir comment notre corps réagit, avec nos cellules sentinelles, les mastocytes, les cellules dendritiques, les macrophages, qui vont reconnaître les MAMP et les DAMP. Tout ça, c'est de l'ardite. Voyons quelque chose de nouveau. Est-ce que vous vous souvenez de cette petite molécule appelée l'histamine? Eh bien, cette petite molécule l'histamine, elle est importante dans les réactions allergiques et elle fait partie de molécules libérées lors d'une attaque capable de dilater les vaisseaux sanguins. Et ça, c'est notre première phase, la phase vasculaire. Cette dilatation entraîne ainsi une augmentation de la circulation sanguine, d'où la chaleur et la rougeur. Et oui, le sang il est chaud, et plus il y en a, plus c'est chaud, d'où la chaleur. C'est pour ça que lorsqu'il fait très froid, vos extrémités gèlent, le sang ne passe plus, parce que l'organisme sait que vos organes internes doivent être protégés en priorité par rapport à vos extrémités, moins important. Il est donc capable de couper progressivement l'afflux de sang vers les mains ou les pieds pour garder plus de chaleur pour votre grand cœur et votre petit cerveau. Donc là, on est à 2 sur 4, rougeur et chaleur.
Mais qu'en est-il des deux autres? Dans cette phase vasculaire, vos vaisseaux sanguins se dilatent. Pourquoi faire? Pour laisser passer plus de soldats vers la zone infectée. C'est tout un débarquement. Et lorsque ces vaisseaux sanguins deviennent plus perméables, des liquides et des cellules peuvent s'échapper, créant un gonflement et provoquant une douleur. Ce liquide qui s'échappe du sang, c'est le plasma. Le gonflement qu'il provoque peut compresser des fibres nociceptives simples, transmettant ainsi une douleur. Il y a aussi une substance qui est libérée en cas d'attaque. C'est une substance appelée la substance P, comme pain en anglais, la douleur, qui va provoquer aussi cette sensation douloureuse. On a donc nos 4 symptômes évocateurs expliqués: la douleur, la rougeur, le gonflement et la chaleur. Le sang apporte aussi un ensemble de molécules et protéines effectrices. Ces protéines spéciales sont appelées les protéines de la phase aiguë. Découvrons par exemple la protéine C réactive appelée CRP, qui est un marqueur biologique important de l'inflammation. Elle est produite dans le foie et apparaît rapidement dans le sang lors de la présence d'une infection aiguë dans l'organisme. Plus les niveaux sont élevés de CRP, plus l'inflammation est grave. Sa mesure donne ainsi une indication fiable à un instant donné de l'état de santé d'un individu et de l'efficacité d'un traitement. On peut penser, parmi la multitude de protéines majeures, à la fibrinogène. C'est une protéine soluble dans le sang qui, sous l'action de la thrombine, se transforme en fibrine. Elle est essentielle à la coagulation du sang, pour pas qu'on se vide de notre sang et aussi pour isoler les zones infectées. Et puis, il faut aussi faire attention à ce que notre concentration de protéines dans le sang ne soit pas trop élevée. Cette concentration trop élevée peut être mortelle. Par exemple, une concentration trop élevée de TNF-alpha peut provoquer la formation de caillots sanguins, abaisser la pression artérielle, entraînant un choc septique qui peut être mortel. Maintenant, parlons de la deuxième phase, la phase cellulaire. C'est l'étape où les cellules immunitaires entrent en action. L'alerte déclenche le recrutement des soldats de votre système immunitaire, tels que les neutrophiles et les monocytes. Reprenons plus en détail ce passage. Dans les foyers infectieux, les macrophages qui ont rencontré des microbes produisent des cytokines comme le TNF et l'interleukine 1 qui agissent sur les cellules endothéliales des vénules environnantes. Elles leur font produire des sélectines et des ligands d'intégrine. Les sélectines, en se liant faiblement aux neutrophiles sanguins, les font rouler sur l'endothélium. C'est la phase de roulement. Les intégrines, quant à elles, des neutrophiles, permettent ensuite à ces cellules d'adhérer plus fortement. C'est l'adhérence ferme. Les chimiokines activent les neutrophiles et induisent leur migration à travers l'endothélium vers le site de l'infection. C'est la diapédèse. Donc d'abord ça roule tout doucement, puis après ça adhère, ça reste contre la paroi et puis ça traverse la paroi. On avait vu que les monocytes sanguins utilisaient les mêmes mécanismes pour migrer vers les foyers infectieux dans notre vidéo sur l'immunité innée. Les neutrophiles et les monocytes y migrent vers la zone infectée. Ils sont prêts à détruire les envahisseurs. Ils vont avoir plein de tactiques de guerre différentes. Donc la dégranulation, c'est en fait dans certains cas les PNN qui dégranulent et qui en fait déversent leurs médiateurs solubles et des substances microbicides dans le milieu extracellulaire. Ça mine un peu le terrain. Et puis la phagocytose qu'on a déjà vue. Après avoir gobé un microbe via la phagocytose, celui-ci va être amené à un endroit très particulier de la cellule immunitaire. On l'appelle le phagolysosome. C'est un endroit où il y a différentes enzymes qui vont détruire le microbe par explosion oxydative. Et puis parfois, les neutrophiles ils sont tellement en colère qu'ils vont expulser leur contenu nucléaire pour créer des pièges extracellulaires qui captent et tuent les microbes. Ils se sont appelés des NET, des neutrophiles extracellulaires traps. L'activation des cellules dendritiques, c'est aussi une tactique qui permet l'arrivée de forces spéciales contre la menace détectée. On le reverra avec l'immunité adaptative, ne vous inquiétez pas, on y arrive très bientôt. Et après avoir éliminé les envahisseurs, les cellules immunitaires amorcent la phase de résolution. C'est l'après-guerre, il faut reconstruire tout ce qui a été détruit. C'est notre troisième phase. Les granulocytes neutrophiles ont accompli leur mission et ne sont plus nécessaires. Ils sont donc éliminés par apoptose. Les macrophages nettoient les restes de leurs camarades en les phagocytant. Cela entraîne comme un déclic chez les macrophages qui commencent la synthèse de cytokines anti-inflammatoires, telles que l'IL-10 et le TGF-bêta. Ces cytokines favorisent le recrutement des monocytes au détriment des granulocytes neutrophiles. Souvenez-vous, dans l'attaque,
Les polynucléaires neutrophiles sont majoritaires, mais pour la réparation, on va plutôt privilégier les macrophages issus des monocytes. Donc, on détruit le tissu qui est mort, dit nécrosé via les macrophages. Ceux-ci produisent aussi des facteurs de croissance qui stimulent la prolifération des cellules tissulaires résiduelles et des fibroblastes. Les fibroblastes, vous en entendrez toujours parler, parce qu'en fait ce sont des cellules responsables de la formation du tissu conjonctif. C'est un tissu solide qui entoure et supporte le cartilage, les muscles, les tendons, mais qui sert aussi de soutien à la peau. Bref, les fibroblastes c'est super important. La production de ces facteurs de croissance entraîne ainsi la régénération et ou la cicatrisation. Mais, c'est quoi la différence? Eh bien on va laisser Victor vous l'expliquer. La différence entre la cicatrisation et la régénération ne peut sembler pas très claire, mais ce sont deux processus très distincts. Il faut savoir que la cicatrisation est le processus par lequel les tissus endommagés sont réparés par la formation d'un tissu cicatriciel. Elle se produit lorsque les tissus ne peuvent pas se régénérer complètement. Par exemple, tissus nerveux et cardiaques ont une capacité de régénération limitée. La cicatrisation implique la production de collagène et d'autres protéines pour remplacer les tissus perdus. Cela peut conduire à la formation d'une cicatrice visible. À la différence de la régénération, qui est le processus par lequel les tissus endommagés sont restaurés à leur état normal, sans la formation de tissus cicatriciels. Par exemple, la peau, le foie, enfin, ça dépend de votre consommation d'alcool aussi. On a un autre système qui est là pour appuyer, pour compléter l'immunité innée. Il est hautement spécifique de la menace encourue, on vous le tease depuis maintenant plus de 30 minutes, il est enfin temps que l'on parle de l'immunité adaptative. Alors l'immunité adaptative, elle offre une réponse spécifique et ciblée contre les envahisseurs. Elle se caractérise par sa capacité à s'adapter à se souvenir des envahisseurs passés, offrant ainsi une défense puissante contre les menaces futures. Ces acteurs, alors on retrouve les anticorps et les cellules présentatrices d'antigènes, ainsi que les lymphocytes T et B. Les grandes questions de ce chapitre. Alors par quels moyens votre corps arrive-t-il à produire ces anticorps? Et qui sont donc ces lymphocytes T et ces lymphocytes B? Alors l'immunité adaptative, elle est spécifique d'un pathogène grâce aux antigènes microbiens produits dans n'importe quel tissu infecté. Globalement, un antigène, c'est toute substance que le système immunologique d'un individu reconnaît comme étrangère, comme un morceau de toxine, de bactérie ou quoi que ce soit qui soit non reconnu comme du soi. Alors l'antigène, il comporte généralement plusieurs épitopes. L'épitope, c'est l'endroit sur l'antigène pouvant être reconnu par les anticorps, via le paratope qui est situé lui sur l'anticorps. Alors on distingue différentes catégories d'antigènes, en fonction de leur origine. On retrouve les xéno-antigènes, les allo-antigènes et les auto-antigènes. Lorsqu'un antigène microbien est détecté, il est alors traité. Ce traitement est à réaliser dans les organes lymphoïdes secondaires, les ganglions lymphatiques, qui s'organisent en réseau partout dans le corps. Mais comment y accéder? Parce que nous, on détecte l'antigène ici, et nous, on doit aller tout là-bas. Bon, voilà. Et bien, il y a deux moyens de transport. Les antigènes peuvent gagner de manière passive les ganglions lymphatiques, en laissant emporter par la circulation lymphatique, qui passe naturellement par les organes lymphoïdes secondaires, donc comme un gros toboggan. Et puis, il y a le transport par nos fameuses cellules présentatrices d'antigènes. Alors, les cellules dendritiques capturent un antigène et le présentent à leur surface. C'est l'apprêtement. Un antigène fractionné associe une molécule de CMH ou HLA, donc soit une molécule de HLA de classe 1, soit une molécule HLA de classe 2. Alors ce sont des molécules qui servent à la reconnaissance des marqueurs du soi, un peu une sorte de carte d'identité de nos cellules. Toutes vos cellules, elles sont marquées et sont uniques, d'où la complexité de trouver des organes avec presque la même carte d'identité lors d'une greffe par exemple. Cet apprêtement entraîne un changement de la cellule présentatrice d'antigènes initiant son départ vers les organes lymphoïdes secondaires. Qu'est-ce qui se passe? En fait, elle perd l'adhérence au tissu dans lequel elle se trouve et exprime un récepteur de chimiokine, le CCR7. Ce récepteur permet de capter des cytokines chimiotactiques produites par les ganglions lymphatiques, plus précisément par les cellules stromales de la zone T. C'est ce qui va permettre d'attirer les cellules dans le ganglion en lui faisant remonter la piste de cytokine. Bon, voilà, notre brave cellule présentatrice d'antigènes a réussi à atteindre le ganglion, et des cellules l'attendent avec impatience. C'est l'élite de la défense du corps, les lymphocytes T. Élite, pas si vite, parce que ils sont encore naïfs. C'est-à-dire que les lymphocytes T ne peuvent voir les antigènes que lorsqu'ils sont présentés par les molécules du CMH de l'individu. Cette propriété des cellules T est appelée la restriction par le CMH. Cette reconnaissance les active et fait qu'ils produisent de l'interleukine 2. Et simultanément des récepteurs pour l'interleukine 2, ce qui conduit à une voie autocrine de prolifération cellulaire.
Cette expansion de clones de lymphocytes T activés qui est déclenchée est spécifique de l'antigène présenté par la cellule présentatrice d'antigène. Cela permet d'obtenir de nombreuses cellules effectrices et lymphocytes T prêts à se battre. Mais du coup, qu'en est-il des anticorps? En fait, on peut tout de suite différencier deux types d'immunité adaptative. Il y a l'immunité adaptative à médiation humorale qui est assurée par les lymphocytes B et qui permet de lutter contre les agents microbiens développement extracellulaire via la production d'anticorps. Et puis il y a une immunité adaptative à médiation cellulaire qui est assurée cette fois-ci par les différents lymphocytes T qui permettent de lutter contre les agents microbiens à développement intracellulaire. Les deux ne sont pas exclusifs. Les T viendront aider les B, etc. Mais pour plus de compréhension, on va donc diviser ce cours en deux parties. Dans un premier temps, avec l'immunité adaptative à médiation cellulaire, et dans un deuxième temps, avec l'immunité adaptative à médiation humorale. C'est parti! Alors, commençons par découvrir le parcours d'un lymphocyte T. Salut! Je suis née dans la Moelle Osseuse, une sorte d'académie militaire. J'étais alors une jeune recrue, on m'appelait Timocyte. Après avoir acquis les bases de ma formation, j'ai été envoyée vers une destination spéciale, le Timus Training Camp, situé dans la poitrine. Au Timus Training Camp, j'ai été allée subir un entraînement intensif et une sélection rigoureuse. Mes instructeurs ont testé ma capacité à reconnaître les uniformes de mes camarades parmi ceux des étrangers. Les recrues qui se trompaient étaient renvoyées, mais moi j'ai réussi à devenir un soldat d'élite prêt à défendre le corps. Après avoir terminé ma formation au Timus Training Camp, j'ai quitté la base pour partir en mission. J'ai été déployée dans tout le corps, me rendant dans des endroits stratégiques comme des postes de garde, des stations de surveillance et des avant-postes. Mais j'étais encore naïf à cette époque. L'autre jour, nos éclaireurs ont repéré l'ennemi et récupéré des morceaux de leur uniforme. Ils sont venus à la tour de garde pour nous les montrer. Mes camarades et moi avons reconnu la menace et nous sommes multipliés rapidement pour former une armée de clones, chacun spécialisé dans la reconnaissance de cet uniforme ennemi particulier. Nous sommes partis en mission pour éliminer l'envahisseur. Certains d'entre nous ont engagé le combat directement, tandis que d'autres ont coordonné la réponse et ont motivé les soldats normaux. En résumé, je suis un lymphocyte T, un soldat d'élite du système immunitaire, formé pour reconnaître et combattre les envahisseurs étrangers. Je suis essentiel pour maintenir la sécurité et la santé de l'organisme. Ravi de vous servir. Ça, c'était le lymphocyte T. Bon, vous avez compris le principe, mais nous, on est des scientifiques, on veut savoir le pourquoi du comment. Et pour ça, on va aller demander un expert. C'est parti! Oui, bonjour, allô? Bonjour, j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que les lymphocytes T arrivent dans les ganglions? Après l'entraînement dans le thymus, les lymphocytes T circulent dans le sang. Ils vont être stoppés par des molécules d'adhésion au niveau des vénules, des ganglions lymphatiques, et ils vont pénétrer dans ces derniers et gagner les zones T en étant dirigés par des molécules chimio-attractantes. Et qu'est-ce qui se passe exactement dans le ganglion qui va déclencher la réponse? Alors dans le ganglion, les lymphocytes T balayent la surface des cellules dendritiques. S'il y a absence de détection du complexe HLA-peptide, dont ils sont spécifiques, les lymphocytes T expriment un récepteur, un ligand, dont les concentrations sont élevées dans la lymphe. Et donc, ils sont attirés par la lymphe. Bonne pioche. Si les lymphocytes T détectent le complexe HLA-peptide, dont il est spécifique, il s'active, cela entraîne donc sa prolifération et sa différenciation. Donc le lymphocyte, il possède un récepteur à l'antigène, le TCR. Mais il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Comment est-ce que le lymphocyte T, il peut avoir un récepteur spécifique pour un antigène venant d'extérieur alors que c'est la première fois qu'il le voit? Eh bien, des fois, la réponse la plus simple est la bonne, par hasard. Il y a tout simplement une énorme diversité de récepteurs TCR qui est générée aléatoirement et qui peuvent reconnaître ces antigènes. Ok, merci beaucoup. Merci, au revoir. Premier mécanisme vient de vos parents. C'est la diversité génétique. Cela représente environ 10 puissance 3 différents récepteurs. Sur le loci de ces gènes, c'est-à-dire l'emplacement spécifique d'un gène sur un chromosome, on retrouve 3 types de segments. Les segments variables, V, les segments de jonction, J, et les segments de diversité, D. Ces segments VDJ constituent les chaînes alpha et les chaînes bêta des TCR. Et la façon de combiner ces segments augmente encore la diversité des récepteurs des lymphocytes T. C'est la diversité combinatoire. Lorsque les segments V, D et J sont choisis de manière aléatoire,
les régions d'ADN situées entre les deux sont excisées. Ensuite, ces segments VDJ sont recombinés pour former un gène de TCR complet. Cette combinaison aléatoire augmente encore le nombre de récepteurs possibles, on passe de 10 puissance 3 à environ 10 puissance 6 récepteurs. Et simultanément, pendant la recombinaison, il y a des erreurs qui peuvent survenir avec des insertions ou des délétions de bouts d'ADN à l'endroit où les segments se joignent. Donc cela crée une variabilité supplémentaire dans les séquences des gènes de TCR, ce qui augmente encore la diversité des récepteurs. Donc au final, chaque clone de lymphocytaire va présenter un TCR différent grâce à ces trois mécanismes. La diversité génétique, donc là on a 10 puissance 3 récepteurs à peu près, et la diversité combinatoire, donc là avec le rapprochement aléatoire VDJ, avec 10 puissance 6, et on passe à 10 puissance 16 de récepteurs possibles avec la diversité jonctionnelle. Donc on a la production de plein de jeunes de lymphocytes avec des répertoires différents. Les gros problèmes de générer aléatoirement des récepteurs, c'est qu'ils peuvent ne pas être fonctionnels ou être dirigés contre nos propres cellules. Ce serait regrettable que le corps produise naturellement des cellules attaquant ses propres cellules saines, car cela serait à l'origine de maladies auto-immunes. Ainsi, avant de devenir l'élite du corps, il faut d'abord passer deux terribles examens. Le premier est nommé la sélection positive. Il sert à éliminer les cellules dotées de récepteurs qui ne fonctionnent pas. Les thymocytes passent devant des examinateurs, les cellules épithéliales corticales. Elles vérifient que le thymocyte exprime un TCR capable de reconnaître les molécules HLA du soi avec faible ou moyenne affinité. Ceux qui n'y arrivent pas sont éliminés par apoptose, pas de pitié. Le deuxième examen, c'est la sélection négative, où cette fois-ci ils vont passer devant un jury de cellules épithéliales médulaires, et si le TCR reconnaît cette fois-ci avec une trop forte affinité les complexes HLA, peptides du soi, eh bien ce n'est pas bon non plus, parce que on ne veut pas prendre de risque de produire des lymphocytes autoréactifs, et donc ils sont eux aussi éliminés. Après, il arrive qu'il y a des lymphocytes qui expriment faiblement le TCR qui peuvent échapper au processus de sélection négative, car son intérêt est surtout d'éliminer les lymphocytes les plus dangereux. Et pour ceux qui échappent à ce contrôle, ils ne donnent pas forcément des maladies, car il y a encore un autre mécanisme qu'on n'abordera pas, c'est la tolérance périphérique, avec les lymphocytes Treg. Les lymphocytes T sortants, des deux examens, sélectionnent aussi une voie. Ils ne restent pas juste lymphocytes T, ils deviennent soit des lymphocytes T CD4 ou des lymphocytes T CD8. On les différencie via des marqueurs à la surface nommés CD, ça veut dire cluster de différenciation. D'où le fait qu'on dise LTCD4 et LTCD8. Ce sont tous deux des lymphocytes ayant des fonctions distinctes. Les lymphocytes TCD4 sont des régulateurs et des activateurs de la réponse immunitaire. Dans la littérature, on les nomme donc helper ou auxiliaires. Donc lymphocyte TCD4, lymphocyte T auxiliaire, lymphocyte T helper, tout ça c'est des synonymes. Tandis que les lymphocytes TCD8, c'est des effecteurs, c'est les gros bras. Alors, là, on vient de voir comment notre thymocyte devient un lymphocyte T fonctionnel. Celui-ci n'attend maintenant que d'être activé par une cellule présentatrice d'antigènes, lors de son tour dans le ganglion. Cette activation, elle nécessite trois signaux. Le premier, c'est la liaison spécifique du TCR avec le complexe HLA peptide de la cellule présentatrice d'antigènes. Le deuxième, il est simultané au premier, c'est le signal de costimulation, qui fonctionne avec d'autres molécules. Et le troisième signal, il se fait avec des cytokines lorsqu'ils se lient à leur récepteur. Ces cytokines, elles sont soit sécrétées par la cellule présentatrice d'antigènes en fonction de la signature du danger qu'ils ont reconnu, donc en fonction des MAMP et des DAMP qu'ils ont vus, et donc ça permet de sécréter différentes cytokines et d'entraîner une différenciation lymphocytaire qui sera adaptée à chaque menace. Les lymphocytes TCD4 activés, ils peuvent aussi sécréter des cytokines en tant qu'auxiliaires. Ils sont là pour sécréter de l'IL2, c'est l'interleukine qui permet l'expansion clonale. Et donc, en 3-4 jours, on arrive à la formation d'un large pool de lymphocytes T spécifiques de la menace qui est présentée. Donc c'est ça l'immunité cellulaire, des lymphocytes T adaptés spécifiques d'une menace. Les cytokines qui sont produites par la cellule présentatrice d'antigènes, ils vont permettre aux lymphocytes TCD4 naïfs de se différencier en 5 sous-populations de lymphocytes T. CD4 auxiliaires, les T auxiliaires folliculaires, les TH1, les TH2, les TH17 et les Treg, mais c'est là, ils sont un peu à part. Ils vont coopérer avec différents types cellulaires et vont orienter la réponse immunitaire adaptative. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que la réponse cellulaire, elle n'est pas isolée des autres réponses du corps. Elle va vraiment être en lien avec les réponses nées et les réponses adaptées humorales. Les lymphocytes TCD8 naïfs, eux, ils vont se différencier en lymphocytes TCD8 cytotoxiques. Ce sont des machines à tuer. Aujourd'hui, on peut les modifier, les utiliser pour aider à soigner certaines maladies, notamment des cancers. C'est très intéressant de les voir et puis ils sont hyper importants pour la défense du corps.
on va faire un petit tour de nos différents lymphocytes T pour voir de quoi, dans chaque élite est spécialisée. C'est parti? Yes. Donc pour les sous-populations issues de LTCD4, on va retrouver plusieurs lymphocytes. Donc on va commencer en premier par les lymphocytes TH1. Donc lui, il est spécialiste des infections intracellulaires comme des virus ou des bactéries intracellulaires. La cytokine spécifique du coup du TH1, c'est l'interféron gamma. Donc il agit en aidant le développement des macrophages et des LTCD8. Il oriente vers une réponse cellulaire adaptée du coup aux menaces intracellulaires. Donc en gros, c'est ça pour lui. Le lymphocyte TH2, lui, son dada, c'est les vers parasitaires. Il va sécréter de l'interleukine 4 qui va stimuler la production d'immunoglobuline E. Il va aussi produire de l'IL5, donc l'interleukine 5 qui va activer des granulocytes éosinophiles et l'interleukine 13 qui stimule la sécrétion du mucus et le péristaltisme intestinal qui va contribuer ainsi à l'expulsion du coup des vers parasitaires. Le lymphocyte TH2, il n'a pas qu'un seul rôle contre les vers parasitaires, il participe aussi à la réparation tissulaire et aux réactions allergiques. D'où l'intérêt thérapeutique dans les allergies, au pollen par exemple, de vouloir passer d'une réponse TH2 à une réponse TH1 via la désensibilisation. De plus, on va avoir le lymphocyte TH17, celui-là c'est un spécialiste des infections bactériennes et fongiques. Il va stimuler le recrutement et l'activation des granulocytes neutrophiles au niveau des barrières épithéliales en sécrétant à fond de l'interleukine 17. Donc attention à celui-ci, c'est un petit blagueur de l'équipe, c'est le lymphocyte TFH. Il aide aussi le lymphocyte... Plus de batterie. Non! C'est le lymphocyte TFH. Il se développe en réponse aux antigènes comme les autres, mais pas quand c'est présenté par des cellules dendritiques. Seulement quand c'est présenté par des lymphocytes B activés. Il aide aussi le lymphocyte TH2 dans la production d'immunoglobuline E. De plus, on va avoir le lymphocyte Treg pour régulateur. C'est la sécurité du corps pour éviter que le corps s'attaque lui-même. C'est eux qui réalisent la tolérance périphérique. Et ça, c'était nos lymphocytes T auxiliaires, nos helpers, les TH1, TH2, TH17, mais il y a aussi le lymphocyte T CD8, les cytotoxiques. Donc lorsqu'une cellule est infectée, elle va émettre des signaux. Une fois informés, les lymphocytes T CD8, ils vont aller sur place, ils vont tuer du coup les cellules contaminées. Pour ce faire, ils vont former une synapse immunologique au point de contact avec les cellules cibles où il y a libération de granules contenant de la perforine qui rompt l'intégralité de la membrane plasmique de la cellule cible et elle va favoriser l'entrée de granzymes. Donc les granzymes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des... je sais pas ce que c'est. Tu sais ce qui clive et active les caspases? Ouais, c'est tout. Ils vont cliver et activer les caspases dont la fonction va être d'induire l'apoptose. Juste un petit rappel de c'est quoi l'apoptose? C'est une mort de la cellule mais qui est programmée. Après avoir présenté toute l'équipe de lymphocytes qu'on a dit, il faut savoir que tous ces lymphocytes activés, ils vont du coup se différencier en cellules mémoire à longue durée de vie. Après éradication de l'infection et disparition de l'antigène, les cellules T effectrices vont subir l'apoptose. C'est la contraction clonale, on se débarrasse de nos soldats après la guerre. C'est un peu triste, mais ça permet de garder son pool de lymphocytes. Cette étape, elle sert à faire le tri après une réponse de système immunitaire. Elle réduit le nombre de cellules T devenues inutiles pour éviter un excès, tout en gardant la capacité de répondre à d'autres menaces différentes à l'avenir. Un petit nombre de lymphocytes T persiste après l'éradication de l'infection et la disparition des antigènes et se différencie en lymphocytes T à mémoire. Il existe deux sous-populations principales de lymphocytes T à mémoire. Donc on va avoir d'un côté une sous-population de cellules appelées lymphocytes T à mémoire centraux. Ils vont occuper les organes lymphoïdes et ils vont être responsables d'une expansion clonale rapide en cas de réexposition à l'antigène. Et de l'autre côté, on va avoir une sous-population de cellules appelées lymphocytes T à mémoire périphérique ou effecteurs. Ils vont être localisés, eux, dans les tissus périphériques. Ils vont assurer une réponse effectrice rapide lors de réintroduction de l'antigène au niveau de ces sites. Donc la différence entre les deux, ça va être que les lymphocytes T à mémoire périphérique vont être directement actifs, donc ceux-là, alors que les lymphocytes T à mémoire centraux, eux, vont pas l'être directement. En cas de réinfection, ils sont à l'origine d'une réponse immunitaire adaptative secondaire, qui va être dans tous les cas plus rapide, plus intense et plus efficace. C'est cette réponse immunitaire secondaire que l'on recherche avec la vaccination. Avec l'âge, il faut savoir que le pool de lymphocytes T à mémoire il augmente. Ça va limiter la capacité d'expansion de clones lymphocytaires naïfs de spécificités différentes. On est bien défendu contre ce qu'on connaît, mais on s'adapte beaucoup moins à ce qu'on connaît pas. Ok, donc là, jusqu'à maintenant, on a vu lymphocytes T dans l'immunité adaptative cellulaire, donc qui vont permettre de se défendre contre les microbes, mais pas seulement. Mais il faut savoir aussi qu'il va y avoir d'autres types de lymphocytes, les lymphocytes B, qui vont permettre de produire les fameux anticorps. Et enfin,
on va vous parler d'immunité adaptative humorale. Pour l'instant, on n'a vu qu'une partie de l'immunité adaptative. Et oui, malheureusement, c'est pas fini. On attaque la partie sur les anticorps et plus largement sur l'immunité adaptative humorale. Donc dans un premier temps, on va voir les acteurs de l'immunité humorale. Ensuite, on va voir le déroulement de l'immunité humorale. Et dans le déroulement, on va voir plusieurs parties. Donc pour commencer, on va voir les grands acteurs de l'immunité humorale. La plus connue de la défense immunitaire adaptative humorale, le lymphocyte B, que l'on peut également retrouver sous le nom de cellule B. C'est la même chose. Il y a plusieurs types de lymphocytes B. Le lymphocyte B naïf, lymphocyte B à mémoire et les plasmocytes. Donc il faut savoir que le lymphocyte B naïf, qui est un lymphocyte B mature, il n'a pas encore rencontré d'antigène, contrairement au lymphocyte B à mémoire et aux plasmocytes. Donc lymphocyte B à mémoire, lui, il est le résultat de la stimulation antigénique des lymphocytes B naïfs qui va survivre pendant de nombreuses années. En gros, ce sont les soldats gardés en réserve pour combattre les différents micro-organismes à une prochaine rencontre. Ensuite, les lymphocytes B, ils donnent naissance aux plasmocytes qui vont produire les anticorps. Les anticorps, c'est des missiles ciblés contre les microbes. Chaque anticorps est personnalisé pour chaque microbe. C'est comme une clé qui correspond à une seule serrure. La mission des lymphocytes B, c'est de repérer directement l'ennemi, donc que ce soit des bactéries, des virus ou des toxines par exemple, grâce à leurs récepteurs à antigènes, donc le BCR. Comment? Donc dans un premier temps, le BCR, c'est un module de reconnaissance de l'antigène, donc une immunoglobuline, et un module de transduction du signal. En gros, ça ressemble vachement au TCR qu'on a vu avant. Et en numéro 2, on va avoir une activation, puis la prolifération du lymphocyte B, puis la différenciation en plasmocytes, et en lymphocyte B mémoire. Donc ensuite, on va avoir les antigènes. On distingue du coup deux types en fonction de leur capacité à activer le lymphocyte B. Les antigènes avec l'aide des lymphocytes T auxiliaires et sans l'aide des lymphocytes T auxiliaires. Donc les lymphocytes T auxiliaires, on vient d'en parler, ce sont des cellules du système immunitaire qui organisent et coordonnent la défense de l'organisme contre les infections. Ensuite, on va avoir les immunoglobulines, donc qui sont des glycoprotéines porteuses de l'activité anticorps. Tous les types de soldats dans l'armée, à différencier avec les anticorps qui eux sont des glycoprotéines qui se lient spécifiquement aux antigènes. Donc au sein de l'armée, les soldats ils vont se spécialiser dans la reconnaissance et la neutralisation spécifique des antigènes. Donc on va voir les différents récepteurs utilisés. Le plus important, le BCR, donc le B-cell receptor, désolé pour l'accent. Donc c'est le récepteur d'un lymphocyte B. On va le trouver à la surface des lymphocytes B naïfs, c'est-à-dire les cellules B qui n'ont pas encore rencontré d'antigènes. Donc qu'est-ce que c'est le BCR? C'est une immunoglobuline membranaire avec deux chaînes lourdes, deux chaînes légères et des régions variables aux extrémités capables de reconnaître un antigène spécifique. On va également retrouver une région constante ancrée dans la membrane de la cellule B. Contrairement à un anticorps circulant, le BCR il est fixé à la membrane, sachant que l'anticorps circulant, lui, il est sécrété. Le rôle du BCR, donc, ça va être de reconnaître directement des antigènes libres comme les protéines virales, les polysaccharides bactériens, etc. Le BCR, il peut reconnaître des conformations natives, il n'a pas besoin que l'antigène soit digéré ou présenté par une autre cellule, contrairement au TCR. Le rôle du BCR, donc, ça va être d'initier l'activation du lymphocyte B lorsque l'antigène se fixe dessus. On a vu les différents acteurs de l'immunité adaptative humorale, on va ensuite voir du coup le déroulement de celle-ci. Donc, pour commencer, la réponse immunitaire à médiation humorale, elle est induite lorsque des lymphocytes B ils reconnaissent un antigène dans les organes lymphoïdes secondaires. On va voir l'activation des lymphocytes B, donc ils vont reconnaître des antigènes extracellulaires sous forme native, donc sans modification, sans prédigestion au préalable. L'activation des lymphocytes B elle va dépendre de la nature biochimique des antigènes, comme on l'a dit auparavant. Les antigènes thymo-indépendants et thymo-dépendants, enfin ou thymo-dépendants, c'est pas la même chose. Les thymodépendants, ils sont de nature polypeptidique. Et on va également retrouver une autre nature biochimique, les aptènes. On en parlera un peu plus tard. Les antigènes thymo-indépendants, ce sont les autonomes. Donc ce sont des antigènes qui peuvent activer directement les lymphocytes B sans l'aide des lymphocytes T, d'où le nom thymo-indépendant. Exemple, on va retrouver les polysaccharides des bactéries. Donc comment ça marche? Ces antigènes, ils possèdent plusieurs copies du même épitope, donc une structure répétée, ce qui permet de multiplier les liaisons au récepteur BCR. Ça va conduire à une activation massive, et cette activation massive va être suffisante pour stimuler directement le lymphocyte B.
Donc les résultats de tout ça, ça va être une production rapide d'anticorps IgM, mais il n'y aura pas de mémoire immunitaire, ou alors elle sera vraiment très limitée. D'un autre côté, on va avoir les antigènes thymodépendants, donc les coopératifs. C'est quoi? C'est des antigènes qui vont nécessiter l'aide des lymphocytes T auxiliaires pour activer les cellules B. On va retrouver des protéines virales, bactériennes et vaccinales, donc c'est à cet endroit-là qu'on va retrouver l'intérêt des vaccins. Donc, comment ça se passe? Donc, il va y avoir reconnaissance par le BCR de l'antigène qui va l'internaliser. Ensuite, l'internalisation, ça va permettre au lymphocyte B de présenter sur des molécules HLA type 2 du CMH aux lymphocytes T auxiliaires. Les lymphocytes T auxiliaires, ils vont fournir des signaux de survie aux lymphocytes B activés. Donc, il y aura un signal de costimulation avec CD40L, donc le ligand de CD40 avec des cytokines. Le résultat, on va avoir une production d'anticorps IgG, IgA et IgE qui vont être plus affins et des cellules B à mémoire. Et donc une réponse immunitaire plus lente, certes, mais plus robuste et plus durable. En troisième lieu, on retrouve les aptènes que j'ai précédemment dit. Ce sont des molécules antigéniques mais pas immunogéniques de par sa taille, elles sont toutes petites. Pour devenir immunogène, il a besoin d'un acolyte, une protéine porteuse. Donc, reprenons. Notre lymphocyte B reconnaît directement un de ces types d'antigènes via son immunoglobuline membranaire, son BCR. Il s'active et qu'est-ce qui se passe maintenant? Après activation, il existe plusieurs voies possibles très dépendantes du type d'antigène. Premièrement, le lymphocyte B il peut directement se différencier en plasmocytes qui sécrètent alors rapidement de grandes quantités d'IgM. Ça va se passer en primo-réponse et surtout si l'antigène est thymo-indépendant. Deuxièmement, il peut changer de classe d'anticorps qu'il produit. Par exemple, passer d'IgM à IgG, IgA ou IgE, tout en conservant la même spécificité antigénique. C'est un phénomène nommé la commutation de classe ou switch isotypique. Il se fait grâce à un lymphocyte T auxiliaire, donc un lymphocyte CD4+, et sous l'effet de cytokine. Donc si cela nécessite un lymphocyte T pour la commutation de classe, ça veut dire que seuls les antigènes thymodépendants induisent une réponse plus avancée. D'où les vaccins qui vont utiliser des antigènes justement thymodépendants. Troisièmement, il peut aussi maturer son arme, la rendre ultra spécifique. C'est l'étape d'affinité, de maturation par hypermutation somatique. C'est surtout lors de la réponse aux antigènes thymodépendants que cela va se produire. Le lymphocyte B peut subir des mutations dans les régions variables de ses gènes d'immunoglobuline pour augmenter la spécificité et l'affinité de son BCR. Quatrièmement, après activation, une partie des lymphocytes B devient mémoire, capable de répondre plus rapidement et plus efficacement lors d'une nouvelle exposition au même antigène. Pour faire très simple, la première vague est assurée par des anticorps appelés IgM. Ce sont les immunoglobulines M qui sont les premiers produits lorsque notre corps rencontre un nouveau microbe, comme par exemple une bactérie ou un virus, pour la première fois. Ces IgM sont rapides à être fabriqués, donc c'est une réponse qui est déjà assez ciblée mais pas encore parfaite, car ces anticorps ils reconnaissent le microbe uniquement de façon globale sans trop de précision. Ensuite, après quelques jours, le système immunitaire améliore sa réponse. Les cellules B apprennent à mieux reconnaître le microbe en modifiant les anticorps qu'elles produisent. Elles commencent alors à fabriquer un autre type d'anticorps, les IgG, donc pour immunoglobuline G. Ces IgG sont plus spécifiques, ils reconnaissent le microbe de façon plus précise et sont plus efficaces pour le neutraliser et le détruire. Ok, c'est super, donc là on vient de voir les différentes étapes de l'immunité adaptative humorale, et donc on va pouvoir se concentrer un peu plus précisément sur les anticorps en eux-mêmes. Donc c'est quoi les différents isotypes, leur localisation et donc leurs différentes fonctions. Alors les immunoglobulines, on les schématise depuis le début avec cette structure en Y qui représente les différentes chaînes lourdes et légères, avec une partie constante et une partie variable qui lui permet de s'adapter à toutes les situations. Présentons donc rapidement les différents isotypes, c'est-à-dire les différentes classes d'anticorps qu'il existe. On commence donc par les IgG qui sont les plus communes, qui sont monomères et qui comportent plusieurs sous-classes aux différentes actions. On a ensuite les IgM qui lorsqu'ils circulent librement sont sécrétés, s'assemblent en 5 monomères et donc ils ont une forme pentamérique qui est très caractéristique. Et puis il y a aussi les IgE et les IgD, sans oublier les IgA qui sont eux sous forme dimérique. Donc tout ça, c'est nos différents isotypes d'anticorps. Et chaque isotype a des caractéristiques propres. Par exemple, on ne les retrouve pas tous au même endroit dans le corps. Ils ne sont pas capables d'aller partout.
On retrouve donc dans la circulation sanguine les IgM et les IgG, dans les tissus les IgG, les IgA et les IgE, et dans le mucus les IgA. Et je ne vais pas parler des IgDD. Voici le tableau récap. Maintenant, écoutons Victor parler des différentes fonctions effectrices de ces anticorps. Donc on vous laisse mettre pause à la vidéo pour pouvoir lire attentivement le tableau. Donc pour chaque classe d'immunoglobuline, on vous précise la localisation principale ainsi que leurs particularités. Les anticorps réalisent plusieurs fonctions effectrices cruciales. La neutralisation directe des antigènes pour empêcher leur interaction avec les cellules de l'hôte, une agglutination des bactéries et précipitation des toxines pour limiter leur diffusion, une opsonisation, facilitant la phagocytose pour les cellules immunitaires grâce au récepteur FC, activation du complément par les IgM et IgG, entraînant la lyse directe des cellules cibles et le recrutement des cellules immunitaires, et enfin le recrutement de lymphocytes NK pour la lyse directe de cellules infectées ou tumorales. Ainsi, l'immunité humorale représente une défense multifacette capable d'agir rapidement et efficacement face à une large variété de menaces protégeant l'organisme tout au long de sa vie. Nous vous remercions de votre attention et espérons que vous avez apprécié notre présentation. À présent, nous vous invitons à vous interroger. Est-ce que vous vous sentez capable d'expliquer les différents mécanismes que nous avons abordés? Nous mettons à votre disposition une fiche par chapitre ainsi que le cours complet et des références pour approfondir vos connaissances si vous le souhaitez. Est-ce que tout est clair jusqu'à présent? Pensez-vous comprendre chacun des mécanismes? Pour vous exercer, vous pouvez tester votre mémoire brute avec des QCM un peu piégeurs. Notre objectif était de vous faire comprendre les mécanismes généraux de l'immunologie et nous espérons que vous êtes maintenant plus éveillés à cette merveilleuse matière. Bon courage et merci d'avoir écouté attentivement jusqu'au bout. Bisous. Un grand merci à Arnaud et à Victor pour leur investissement dans ce projet, au service de production et d'innovation numérique du pôle santé pour leur accompagnement. Mes remerciements vont également au dispositif Hybridune et toutes les personnes impliquées dans ce projet qui ont rendu donc ces vidéos possibles.